Bonne année. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en quadruplex de Shanghai, Biarritz, Paris et l'île de Ré. Je suis votre hôte Jean Weber, le casseur-podcasteur, et mon dîner de complices se compose de... Philippe, c'est bon, mais vous les choisissez comment vos podcasts ? Alistair, comme les femmes, en prenant des risques. Bruce Toussaint, pour moi, une femme, c'est un homme qui podcast de temps en temps. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la bonne année sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies. Philippe, la garde prétorienne, mon Charles Gérard, con, méfiant et daltonien. Alistair, le roi de tous les médias, qui nous aide régulièrement à choisir des grands films schnockiens et qui nous amène aujourd'hui un nouveau comparse, et pas des moindres. Alors, les cinébuddies de mes cinébuddies sont mes cinébuddies, c'est pas facile à dire, et sous vos applaudissements, j'accueille aujourd'hui avec joie une intro spéciale, le prix du danger, pour un grand homme de télévision, avec un nom que j'aime beaucoup car il claque comme le nom d'une déité vaudou, comme le baron samedi. Bruce Toussaint, bienvenue à toi et pardon pour cette interminable intro. Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très, très heureux, très flatté. C'est un grand plaisir aussi. Mais avant que la fête ne commence, un petit rappel qui a son importance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le show, en particulier sur la chaîne YouTube Abracadapod, avec chaque semaine une nouvelle vidéo de Romain Lenoff. Et maintenant, Philippe nous emmène sur la Riviera et nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Alors, Lino et Charlot sont deux braqueurs un peu vieillissants qui arrivent à Cannes, hors saison, pour braquer une bijouterie. 8h50, ouverture du rideau. Alors, ils préparent très bien leur coup, façon Mission Impossible, avec des repérages, des horaires, des machins et tout, à part que petit grain de sable dans la machine, juste à côté de la bijouterie, il y a un antiquaire. Et cet antiquaire est tenu par une antiquaire qui est Françoise Fabian. C'est bien chez Van Cleef et Arpels qu'on casse. Ah oui, pourquoi ? Je sais pas, je te vois regarder à gauche. Et Lino craque d'emblée, complètement. Ce qui n'est pas habituel chez Lino quand même au cinéma. Et donc, il va se passer à la fois l'histoire de ce braquage plus ou moins foireux et l'histoire de cet amour improbable. Ça va être passionnant, la glace. Qui va tenir le film pendant pratiquement 2 heures et nous passionner jusqu'au bout et même nous émouvoir. Bravo mon cinébuddies. Et maintenant, avant qu'Alistair nous parle des raisons de son choix, une question pour Bruce. Alors, ton prénom que j'adore, tes parents étaient fans du requin des dents de la mer ou de Bruce Lee ? Ni l'un ni l'autre. Non, c'est une incompréhension globale. En fait, ma mère lisait un bouquin qui s'appelle Ambre, qui est une espèce de grande romance des années 40, une sorte d'Autant n'emporte le vent avant l'heure. Et dans ce bouquin, Kathleen Winsor, je crois, le héros s'appelle Ambre et l'héroïne s'appelle Ambre et le héros s'appelle Bruce. Et donc voilà pourquoi je m'appelle comme ça. Aucun rapport avec le cinéma, malheureusement. Et à propos de cinéma, donc tu nous as également aidé à choisir ce film, car tu es un grand spécialiste de Claude Lelouch, et c'est un film qui te tient à cœur également, La Bonne Année, j'imagine. Faut te réveiller, papa. On est en 73. Je sais. C'est un film de 1973, il se trouve que c'est mon année de naissance. Est-ce qu'il faut y voir un clin d'œil? Peut-être. C'est un film très lelouchien. Les plans séquences, la musique, le jeu d'acteurs, enfin beaucoup de choses qui sont quand même très, très caractéristiques du cinéma de Lelouch. Et puis c'est un film d'amour et de copains. Et ça, c'est assez rare finalement de réussir les deux. Il y a beaucoup de films de copains, beaucoup de films d'amour. Faire les deux, c'est plus rare. Et accessoirement, une sorte de polar avec ce voyou un peu raté, mais tellement charismatique qu'est Lino Ventura. Il y a 1000 raisons pour lesquelles j'adore ce film et voici les principales. Ah, formidable. Bah, écoute, on va les évoquer au cours de l'émission. Et maintenant, avant que Philippe ne nous parle plus avant du casting dans cette émission qui va durer 6 heures, Alistair, Mr. Crowley, pourquoi La Bonne Année ?
Bah, la bonne année, alors déjà, c'est l'occasion qu'a fait le larron, si je peux me permettre, parce qu'on parlait avec Bruce, qui me disait qu'il adorait ce podcast. Je sais que sa timidité naturelle va l'empêcher de... Oui, mais et il a bossé avec Schnock pour l'aventure, c'est l'aventure, et on a déjà fait un podcast sur l'aventure, c'est l'aventure, et donc l'évidence de la bonne année, et comme il l'a très bien expliqué, c'est imposé à nous, quoi. Par ailleurs, c'est vrai que la bonne année, je dirais, pour commencer un peu le débat, s'impose aussi pour moi parce que je le trouve supérieur à l'aventure, c'est l'aventure, même s'il en constitue une espèce aussi de complément. Et je Absolument. pense que c'était vraiment la frange nokienne du Kino Podcast devait absolument se saisir de ce film, quoi, pour une heure avec vous, quoi. Voilà. Absolument, ouais, mais c'est vrai que tu parlais de 1973, quelle année de cinéma. On est coincé en 73 depuis quelques kinopods, puisqu'on a fait Mon nom et personne, on a fait Il était une fois un flic. Il y a tout comme ça, on se rend compte que c'est un âge d'or extraordinaire partout dans le monde et en France, avec Lelouch qui fait, comme le dit Ventura, une espèce de mélange entre un homme et une femme et le voyou. Et nous offre, comme disait très justement Bruce, une histoire d'amour et un film de casse, un film de braquage extraordinaire. J'ai même pensé par moments à l'affaire Thomas Crown, une version où les gens mangent un peu plus. Ce que j'adore avec Ventura, c'est qu'il mange et il mange bien en plus. Vous avez vu comme Gabin, ça mange dur dans ce film et ça mange vraiment. Parce que moi, comme vous savez, un truc qui m'énerve, c'est quand les acteurs font semblant de manger parce qu'à travers les prises, la nourriture devient de plus en plus froide. Et c'est un truc qui m'énerve au cinéma. Alors que là, on voit aussi bien Gabin que Ventura ou Fabian qui s'envoient des tripotés de nourriture et je trouve ça toujours formidable à l'écran et c'est un vrai plus. Mais une petite question avant qu'on parle du film, est-ce que vous aviez vu le remake? Parce qu'il y a eu un remake. Bruce, tu as vu le remake du film? Non, avec Peter Falk, C'est ça. je crois que c'était complètement raté. Et un jour, Lelouch m'avait dit que le film ne pouvait pas être réussi parce qu'en fait, ils avaient enlevé tous les flashbacks. Ah, Et du coup, ils en ont fait une histoire linéaire qui, ouais. bon, qui a moins de saveur parce que là, ce qui marche aussi très bien dans La Bonne Année, au-delà du côté noir et blanc, couleur, on en reparlera peut-être. Voilà, c'est ces allers-retours entre le présent et le passé. Et là, effectivement, dans la version américaine, c'était moins rigolo, quoi. Mais je crois que Lelouch d'ailleurs fait une apparition. So you lost your wallet? Ah oui, yes, my wallet. Maybe you move. Oui. Yeah, sure. Merci. What color's your wallet? It's a black wallet. Black, Small. huh? Il fait un petit caméo. Absolument. Ouais, tu l'as pas. Aucun de vous deux, ni Alistair ni Philippe, ne l'ont vu, Non. j'imagine. Ouais. Non, C'était non. un Ah, film. non. C'est un film de John G. Avildsen, qui est le type qui avait fait Rocky. Et je crois que le Charles Gérard de Peter Falk était un acteur merveilleux qui s'appelle Charles Durning, que vous connaissez peut-être, qui faisait Ouais, le bien gros sûr. flic dans Un après-midi de chien, qui était à l'extérieur de Eh la oui. banque. Ouais, et qui faisait aussi Merde. le papa de Jessica Lange dans Tootsie, donc un formidable second rôle américain, mais ça ne suffisait pas à sauver le remake. Alors, puisqu'on est en Amérique, on y reste un petit peu. Vous saviez effectivement que c'était un des films préférés de Stanley Kubrick, je ne vous apprends rien, et Mhm. qu'il le montrait régulièrement à ses comédiens avant de commencer un tournage. En particulier, paraît-il, l'aurait-il montré à Tom Cruise avant Eyes Wide Shut. Donc c'est vrai, c'est peut-être pour la qualité du travail des acteurs qui est absolument extraordinaire. Alistair, est-ce que tu sais s'il y a une grosse part d'impro dans le film ou si c'est assez écrit? Parce que moi j'étais frappé par le Ah, il y a naturel déjà. toujours une part d'impro, mais alors je pensais qu'on allait y arriver plus tard, mais allons-y. Il y a aussi des dialogues très très écrits Ouais, et parfois pertinents, parfois beaucoup moins. ouais. Notamment la scène contre les intellectuels à Noël. Parce qu'à force d'avoir l'œil droit sur le capital et le gauche sur la Bible, ton strabisme idéologique va prendre des proportions redoutables. Mais tout ça est très écrit et du Lelouch pur sucre. Il y a aucune improvisation là-dedans, hein. Ouais. Et je l'ai déjà dit pour l'aventure, c'est l'aventure, mais je crois que, enfin, je pense que Lelouch, quand il s'y met, est un très très bon dialoguiste, hein. Donc, mais parfois il se perd un peu quand il essaye de régler ses comptes avec la critique cinématographique française. Là, Vous avez vu prima della rivoluzione? No. Bertolucci porta un... Peut-être vous préférez l'accordéon. t'as une espèce de tunnel, je trouve, qui est un peu déplacé, mais bon, on aime le film quand même. Mais non, non, je Ah, trouve. oui, il se moque de lui aussi dans cette scène, puisque dans cette scène, il fait une allusion à un homme et une femme en se moquant d'un homme et une femme. Vous avez sûrement vu un homme et une femme.
On parle que de ça en ce moment. Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule. C'est de bonne guerre, non? Ouais. Je sais pas. Ouais, Mais Et par ailleurs, je dirais un truc aussi, c'est que on va revenir aussi donc à la structure du scénario et à l'écriture. C'est un film qui est très, très écrit, l'air de rien. Ouais. Donc les impros, ça m'a moins paru évident que dans l'aventure, quoi, Ouais, en tout cas. je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que c'est assez culotté quand même, toutes ces références à Un homme et une femme. Le film se passe en 1966. Et c'est vrai que c'est l'année de la sortie d'Un homme et une femme. Et on commence par carrément 4 minutes d'Un homme et une femme avec la musique et tout, où on est en prison et on se refait comme tu sais, on résume l'épisode précédent dans les séries. Donc c'est assez étonnant, ça. C'est assez culotté, j'ai trouvé. Et c'est vrai que tu as toute cette scène avec les critiques dont on va parler, où ces critiques ressemblent un petit peu aux horribles types qui organisent le dîner de cons dans le film de mon père, tu sais. Tous ces intellectuels sont vraiment des chacals immondes. Et on va parler maintenant un petit peu avec Philippe du casting du film. Lino Ventura dans sa meilleure période, c'est-à-dire il devait avoir à peine une petite cinquantaine d'années, peut-être moins, et il est formidable, il occupe le film, il occupe l'écran, et c'est un rôle où il joue Lino Ventura, avec toutes ses facettes, c'est un des rares films où il a toutes ses facettes, dont le charme, dont la drague, dont des choses qu'on voit pratiquement jamais dans ses autres rôles, hein. Il est impressionnant, il est charmant en même temps, il est dérisoire à d'autres. Et puis, il y a ce tandem assez hallucinant avec Charles Gérard, parce que c'est vraiment à un moment, Charles Gérard dit qu'il est son valet. Et c'est vrai, c'est-à-dire, c'est vraiment un couple de théâtre, quoi. C'est le gros dur et l'abruti, parce qu'il n'arrête pas quand même de le traiter de con pendant tout le film. Connard. Tout le film, avec des élans de tendresse de temps en temps, mais il n'arrête pas de le traiter de débile, etc. Et bon, le duo est irrésistible et il fait pour moi une grande partie du charme du film. Après, il y a Françoise Fabian. Tu as passé un bon Noël? Excellent. Marie était aux anges. C'est ma fille, elle a 8 ans. Qui est une actrice plutôt de films d'auteur, hein, jusque-là, Manu chez Maud, Raphaël ou le débauché. Philippe? Vous disiez que vous ne pouviez pas vivre sans moi et je ne vous ai pas vu depuis 2 mois. Elle avait rarement fait des gros succès publics, à ma connaissance. Et là, elle est irremplaçable, quoi. Elle marche, elle fonctionne très bien avec Ventura. Vous savez que vous avez un joli sourire. Vous souriez toujours comme ça quand on vous vend des tables? Celle-là, oui. Excuse-moi de t'interrompre, Philippe, mais c'est pas toi qui avait appelé en imitant la voix de Marcel Bozuffi une fois? Et qui avait eu Françoise Fabian, non? Vas-y, raconte-nous l'histoire. Non, une fois, parce que je travaillais à l'époque avec Marcel Bozuffi sur un scénario, et j'ai réussi à imiter sa voix, qui était assez inimitable quand même. Elle était très grave et très bizarrement ponctuée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai prouvé mon innocence. Et donc un jour, je l'appelle pour prendre rendez-vous pour qu'on se voit, et je tombe sur Fabian, que je connaissais pas. Et m'est venue l'idée conne d'imiter la voix de Bozuffi. Et elle a marché. Et donc je savais plus quoi dire. Moi, je fais oui, c'est Bozu. Et elle me fait, ah bah dis donc, tu devais m'appeler. Et elle commence une conversation. Et moi, je me dis merde. Et je crois que j'avais raccroché. Tu t'es fait prendre à ton propre piège. Ouais. Exactement. Pour moi, une femme, c'est... C'est quoi? C'est un homme qui pleure de temps en temps, voilà. Donc Fabian, voilà, qui à mon avis, elle forme un couple quasiment idéal avec Ventura. C'est la femme de Ventura idéale au cinéma, quoi. Je ne sais pas s'il a formé un couple aussi équilibré avec une autre actrice. Non, mais je crois pas que Ventura ait eu jamais cette légèreté, Bruce. Dans ce film-là, on le voit effectivement amoureux, on le voit comme un adolescent, et ça, on n'a pas l'habitude de ce personnage qui est plus monolithique d'habitude. En tous les cas, vous ressemblez à tout, mais pas une femme mariée. Comment je dois prendre ça? Comment vous devez prendre ça? Comme une invitation à dîner pour demain soir, c'est le réveillon. C'est une des raisons pour lesquelles il a accepté ce rôle, d'ailleurs, parce que donc c'est en sortie de l'aventure, c'est l'aventure. Ils ont adoré et Lelouch et Ventura faire ce film, bon, qui est quand même un truc qui avait déjà fait l'objet d'ailleurs d'un Kinopod, qui est un film complètement foutraque et génial à la fois. Ah non. Paris. Reine du monde. Et là, je crois que Lelouch veut essayer d'écrire un rôle sur mesure.
pour Ventura. Donc exactement comme vient de le dire Philippe, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toutes les palettes et il faut surtout que Ventura dise oui, parce que c'est pas parce qu'il a passé 3 semaines très sympas sous les tropiques qu'il va forcément dire oui. Et je pense que la bonne idée de Lelouch, c'est de lui proposer effectivement un rôle dans lequel il va aussi être quelque chose qu'il est peut-être plus rarement au cinéma, c'est un séducteur. Il l'est parfois, hein, évidemment, mais un séducteur, un Roméo. Et en fait, c'est comme tous les acteurs. Les acteurs de films d'action, ils voudraient être dans des films d'auteur. Les acteurs de films d'auteur, ils voudraient être dans des comédies populaires. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Et donc, à un moment donné, là, il a la possibilité de montrer une autre facette. Et puis, on en parlera sûrement. Il y a la fameuse scène du lit, etc. Donc, je pense que pour Ventura, c'est vraiment, moi, je trouve qu'il est extraordinaire dans ce film parce que il est dans tous les registres. Il y a un petit côté tonton flingueur quand il parle à Charlot. Il y a un côté, comment dire, beaucoup plus romantique à d'autres moments quand il drague Françoise Fabian. Il est exceptionnel aussi. Enfin, c'est un rôle incroyable. Hein. Sans oublier son numéro de vieillard. 49 900. C'est très agaçant, ça. Parce que 49 900, pourquoi pas 99? Ah mon Dieu. Quand on est bas en cliff, on fait un chiffre rond. Écoutez, c'est absurde. Oui, évidemment. Et quand même, il n'a jamais fait une chose pareille. Il s'est jamais grimé, il n'a jamais changé sa voix. C'est la première fois qu'on le voit. Fais gaffe, tu vas la déchirer. C'est le détail qui même c'est, bon, attention spoiler, hein, pour ceux qui n'ont pas vu La Bonne Année, mais bon, ils n'ont pas regardé ici, ils n'ont pas à être là, ces gens-là, de toute façon. Donc, le truc du déguisement, pour moi, avec Lino, c'est un des moments les plus, qui symbolise le plus son implication dans ce film, en fait. On n'imagine pas une seconde Lino Ventura faire ce genre de choses. Il le refera jamais, d'ailleurs, je pense. Et en plus, ça envoie le film ailleurs complètement aussi. Donc, c'est hyper important comme détail. Et voilà, il y a de l'humour aussi. Les dialogues avec Charles sont fabuleux. Ils reprennent un peu leur goût de l'aventure. Tu sais même pas danser la samba. Tu vas te faire chier au Brésil. Absolument, mais je voudrais parler un petit peu plus du vieillissement, parce que c'est un truc qui est très difficile à faire au cinéma. On a un grand spécialiste qui était Dick Smith, qui avait fait effectivement Salieri dans Amadeus, qui avait vieilli F. Murray Abraham, qui avait vieilli Dustin Hoffman dans Little Big Man, et également un des plus extraordinaires qui était Max von Sydow dans L'Exorciste. Vous vous rappelez, où tout le monde a cru pendant des années que c'était un vrai vieillard, alors qu'il avait 30 ans de moins dans la vie. Mais en revanche, je trouve le maquillage de Charlot un peu limite. On dirait qu'on lui a collé des poils pubiens sur le visage et il ressemble à Peter Sellers. C'est très curieux quand même comme look. Non, c'est pas vrai. C'est tout ce que tu as trouvé. Ça va avec le personnage. Hein. Ça va avec le personnage qui est foireux de toute façon. Il y a surtout la scène où Ventura demande à Charles Gérard de changer sa voix. Essaye de parler en changeant de voix. Je parle là. Non, en changeant de voix, je te dis. J'ai pas l'air plus intelligent comme ça. Mais je te dis de changer de voix, Charlot. Tu comprends pas ou quoi? J'ai changé là. Et il n'y arrive pas, alors que la voix de Ventura est extraordinaire. Il arrive à transformer complètement sa diction, son timbre, et Charlot n'y arrive pas. Alors il lui fait, vas-y, fais comme ça, c'est extraordinaire. Et l'autre n'y arrive pas. Et puis finalement, Ventura lâche l'affaire et lui dit, bon, bah, laisse tomber, t'inquiète, tu diras rien, et puis ça sera parfait. Et Charles Gérard dit, oui, mais si je dis rien, c'est encore mieux. Oui, il fait aucun effort, parce qu'il lui demande de parler sans bouger les lèvres. Il a exactement la même voix tout le temps. C'est-à-dire exactement, il n'y a aucun travail de composition. Alors qu'effectivement, la voix de Ventura quand il est en vieillard, mais c'est un travail extraordinaire qu'on ne lui connaissait pas du tout. Il montre effectivement des couleurs. C'est pas seulement la voix, c'est pas seulement la voix, c'est la distinction. Il prend une distinction dans la voix. Tu sais qu'il parle un peu comme ça, avec une voix haut perché, mais très distinguée. C'est un grand bourgeois quand il parle, ce qui est absolument pas l'emploi de Lino Ventura. Il y a longtemps que j'ai passé l'âge de casser les vitrines. Jeune homme. C'est un vrai travail, quoi. Une fragilité, mais tu disais un truc, Philippe, tu disais dans une des dernières émissions que Bronson, avec qui Ventura avait tourné sur Casa Nostra, avait dit à la suite du tournage que Ventura était un bien meilleur acteur que lui. Et c'est vrai que Ventura peut faire ce que faisait Bronson, mais on n'imagine pas Bronson dans La Bonne Année ou dans L'Emmerdeur, parce que Ventura a une vis comica extraordinaire qui a été exploitée dans L'Aventure, c'est l'aventure, comme on l'a vu, et dans L'Emmerdeur, où il était un des plus grands clowns blancs de l'histoire du cinéma face à Brel. Pour revenir au casting, pour en finir, il y en a deux dont il faut absolument parler. Bon, c'est Charles Gérard. C'est vrai que les face-à-face et les ping-pong avec Ventura rehaussent le personnage de Ventura de manière énorme, parce que d'abord, il est en dominance totale,
et il le maltraite, etc. Mais il fait passer plein de choses dedans, de la tendresse, c'est un grand frère, enfin, il y a plein de choses qui passent qu'on avait rarement vues aussi. Et il y a, pour moi, la grande surprise du film, c'est André Falcon. Soyez gentil, ne venez pas plus tard que 7h30. Pour des raisons de sécurité faciles à comprendre, nous sommes obligés de fermer à 7h30 précise. Qui joue le bijoutier. Ouais. J'hésite. Qui est fantastique. Ce n'est pas bien d'hésiter de la sorte, n'est-ce pas? Oui, si. Hésitez, cher monsieur. Hésitez. Il est fantastique. Ouais. Il est obséquieux, il est visqueux, il est fantastique. Voilà. Au revoir, cher monsieur. Au revoir. Mes respects à votre sœur. Je ne manquerai pas. Et tous mes vœux de guérison, n'est-ce pas? Vous voulez pas que je vous appelle un taxi tout de même? T'as vu quand Ventura parle de lui, après leur première rencontre, il dit il est immonde, il est abject. Absolument immonde. Pourri. Faisandé. C'est ça le mot, faisandé. Ça prouve qu'il aime le fric. Il aime l'argent, ouais. Il aime l'argent. Et il est fantastique, Falcon, parce que tu y crois à 200%. Et il crée un vrai personnage. Il joue pas une caricature, il joue un mec qui a envie de se faire du pognon sur un vieux. Et il le fait de manière très, très élégante, à la fois un peu sordide. Il est fantastique, je trouve. Et leur duo, toutes les scènes avec Ventura vieux et Falcon sont des régals. C'est pas le même placement. Non. Vous êtes très drôle. Et gourmand aussi, je suis sûr. Un peu. Ah, héros. Magnifique, ouais. On va parler beaucoup de ça, et puis aussi beaucoup les scènes avec Fabian, mais on repart un petit peu au début du film, et effectivement, on a ce démarrage en noir et blanc. On voit qu'au générique, les prises de vue sont effectivement de Claude Lelouch, et on a un film qui est extraordinairement bien filmé, qui virevolte quand on est dans l'appartement de Frédéric de Pasquale, l'acteur qui était dans French Connection, et qui est aussi dans La Boom, qui est un acteur quintessentiel des années 70. Et ben, cette caméra virevolte comme avec une Steadicam. Or, c'était avant la Steadicam, ou comme avec une Panaglide. Et c'est vrai que Lelouch est un extraordinaire cadreur de la façon dont il cadre son film. Et on commence avec Elie Chouraki, qui est en train de fabriquer un pistolet avec de la mie de pain. Et ça m'a rappelé, vous vous rappelez dans Prends l'oseille et tire-toi, quand Woody Allen se fabrique un pistolet avec du savon. Et il sort du savon, ouais. Ouais, il sort dans la cour de la prison et il se met à pleuvoir et il se retrouve avec un peu de mousse sur la main, tu sais. Ouais. Mais Chouraki, on l'avait vu également dans L'Aventure, c'est l'aventure, et il a une vraie présence à l'image. Et ce noir et blanc est magnifique au début du film. Et Lino a 54 ans dans le film. Ah oui. Et ouais, il apparaît torse nu d'ailleurs 2 fois. Hein, on le voit dans la douche. Important et intéressant. Et donc on voit que c'est quand même un type qui est un ancien vrai costaud, même s'il a arrêté de faire du sport après qu'il ait fait du catch. Il est un peu plus mince, je trouve, dans La Bonne Année. Je sais pas s'il a perdu un peu de poids, mais il donne l'impression d'être assez en forme. Et puis toujours cette force physique extraordinaire. Bruce, tu as interviewé Claude Lelouch ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, il est extraordinaire parce qu'il a 86 ans aujourd'hui. Il est incroyablement en forme, je trouve. Oui, alors c'est vrai que il est comme tous ces grands acteurs, réalisateurs, des grands créateurs en général, c'est qu'il préfère qu'on lui parle du présent et de l'avenir, hein, qu'on lui parle du passé. Mais la différence, c'est que Claude Lelouch, il a toujours assumé aussi, et même plus que ça, Alistair le disait tout à l'heure, il a toujours, comment dire, joué avec son propre cinéma. Et au fond, ses détracteurs d'ailleurs disent qu'il n'a fait qu'un seul film et qu'il l'a refait 50 fois, Un homme et une femme. Alors là, il va beaucoup plus loin hein, dans cette histoire, puisque donc il commence. Enfin, c'est quand même très gonflé. Hein. C'est pas juste un petit extrait hein, au début. Ça dure, comme tu le disais, presque 4 minutes d'un homme et une femme. Et puis il y a pas que ça. Le noir et blanc et la couleur, c'était déjà dans Un homme et une femme. Il y a la fameuse discussion avec les intellos. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui fantasme, mais on est quelques mois après le Festival de Cannes 72, où L'Aventure, c'est l'aventure a été conspué. Où est-ce qu'il situe l'action du film? À Cannes. Il est en permanence en train de régler ses comptes et de vouloir convaincre la terre entière. Il y a quelque chose d'à la fois touchant et presque à un moment donné, moi je lui ai dit plusieurs fois, j'ai eu la chance de le croiser à de très nombreuses reprises, mais t'as pas envie
envie de lâcher l'affaire et de toute façon, les critiques jamais ne seront sympas avec toi à quelques exceptions près. Eh ben non, à 87 ans maintenant presque, il continue et il m'a dit, je l'ai eu au téléphone pour préparer cette émission parce que vous m'avez fait travailler, messieurs, hein, en plein été, bravo. Merci. Eh bien, Enfin, quelqu'un qui travaille. il m'a dit que finalement la bonne année lui avait permis de toucher une autre forme d'intelligentsia et que finalement ce film, en devenant culte, en devenant presque un peu un télo, puisque je vous rappelle qu'on parle d'un casse psychologique hein, Ouais. dans le film, et que ça lui avait permis aussi de se réconcilier avec certains critiques. Pas tous, pas tous. Mais Philippe, tu vois, Bruce a travaillé en amont. Philippe, prends-en de la graine, s'il te plaît, pour la prochaine fois. Pardon, Alistair, vas-y. Ah non, mais pour revenir, j'ai rien contre cette scène, là, contre les intellos, mais il y a une forme de paradoxe à l'intérieur du film, c'est que cette scène est en train de se moquer d'intellos qui parlent de façon trop intellectuelle du cinéma, et on est face à un film d'une complexité assez rare quand même, parce que si en effet on reprend les 4 minutes d'intro qui sont une mise en abîme de lui-même, c'est-à-dire qu'on est à un niveau de sophistication artistique énorme, quoi, même si c'est d'un orgueil total. Sans compter les flashbacks, les recours à la couleur, au noir et blanc, ça revient, ça repart. Tous les, comment dire, tous les genres abordés, amour, comédie, comédie d'arnaque, enfin, tout ça, c'est d'une richesse. C'est hallucinant. Donc, que le mec se permette en 10 minutes une petite critique des gens qui sont un peu trop intellectuels, on est face à un film d'une intelligence totale, quoi. Donc, bon, c'est ça, mais c'est aussi les paradoxes de Lelouch hein, qui sont hyper intéressants comme ça. Hein. Non, c'est vrai, c'est un film d'une grande modernité dans sa structure, effectivement. Et c'est drôle parce qu'on passe, on passe à la couleur sur Charles Gérard dans le train. Tu sais, quand on change de temps dans le film, mais c'était comme dans Le Magicien d'Oz où on passait à la couleur quand on arrivait au pays du Magicien d'Oz. Et en fait, c'est Charlot qui est notre Magicien d'Oz. Et aussi, ces films extraordinaires sont des instantanés d'une époque. Et tout d'un coup, on se retrouve chez Michou, qui est très jeune, blond. C'est le moment que j'attendais, Jean. C'est le moment que j'attendais. Je voulais te lancer là-dessus. Je veux savoir si la boîte de nuit Michou existe toujours, s'il vous plaît. Michou. C'est d'autant plus culte que ce pauvre Michou est en train de fermer sous les larmes de nous tous, d'ailleurs, je veux dire. Philippe, surtout. Ouais. en plein été olympique, comme ça, c'est un scandale de plus. Donc, c'est la dernière, c'est une des seules fois qu'on voit Michou au cinéma, et évidemment, c'est en noir et blanc. Incroyable. Et cerise sur le gâteau, cherry on the cake, les mecs. Il y a Mireille Mathieu, tu vois, donc c'est genre. Alors dans le genre tunnel, tu sais pas d'où ça vient et pourquoi. Je sais pas, il a dû avoir des arrangements encore un peu étranges, de louchien, je dois dire. Et donc on sait pas pourquoi Lino à ce moment se retrouve chez Michou et on est obligé de subir pendant 2 minutes la chanson chantée par Mireille. Mais en voyant la scène, c'est Michou, je me suis dit, mais ce serait un rêve, ils auraient été un rêve d'avoir un film avec un duo Ventura-Michou. Non, mais c'est vrai que c'est complètement fou. Oui. Non, mais c'est complètement fou. Et alors, j'ai demandé à Lelouch, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette scène chez Michou? Et j'espérais une anecdote hyper originale, hyper croustillante, et il m'a répondu, oh, je l'aimais bien. En fait, parfois, le cinéma, c'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. C'est drôle. Mais c'était étonnant de voir Mireille Mathieu tout d'un coup dans le film parce qu'elle est très jolie, je trouve, Mireille Mathieu. On parle souvent de sa voix et de sa personnalité, mais je la trouve vraiment très très belle quand même. Elle a cette étonnante coiffure que j'avais quand j'étais petit aussi. C'est comme ça que je reconnais quelqu'un de ma génération, c'est qu'on avait tous la coiffure de Mireille Mathieu quand on était petit. Et c'est étonnant de la voir tout d'un coup pendant le film, avec cette chanson du film également qui revient plusieurs fois. Alors, juste si je peux me permettre de dire un mot, j'ai une admiration folle pour Francis Lay. Je suis pas sûr que sur cette BO-là, on soit sur le meilleur du meilleur de Francis Lay. Je sais pas ce qu'en pense notre ami Schnokien, mais franchement, on a eu du caviar avec Francis Lay. Là, cette espèce de rengaine là qui revient, je vous le dis franchement, c'est pas ce que je préfère dans le film. C'est vrai. Non, on est clairement sur un truc, mais il veut sonner un peu parisien, touriste parisien, rengaine, machin. Bon.
Mais bon, c'est là où le film est vachement bien, c'est que tout ça, enfin, on en rigole et ça n'empêche pas qu'on pense que c'est un chef-d'œuvre. Oui. Donc c'est quand même balèze, quoi. Absolument, Ça ouais. interrompt une minute le flow et ça en fait un petit gimmick finalement qui nous fait marrer et why not? Et puis t'as envie de dire, tu fais ce que tu veux, mec, quoi. Bon, c'est un film. Absolument. Vous avez vu, le film a été en partie financé par Van Cleef et Arpels. J'ai lu dans mes notes, puisqu'il y a une très grosse présence de la bijouterie, effectivement, à travers tout le film. Et il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est les parallèles aussi avec Heat. Parce que j'ai vu que De Niro était intéressé pour faire un remake du film, de faire le rôle de Ventura. Ça s'est pas fait, malheureusement. Mais quand tu vois le personnage qu'il joue dans le film, il dit qu'il doit pouvoir être capable de tout laisser tomber en 30 secondes s'il sent que la police est au détour de la rue. Et en fait, il est rattrapé par cette histoire d'amour avec cette femme dans le film, et c'est un peu ce qui arrive à Ventura avec Fabian, tout d'un coup, où ce grain de sable dont tu parlais, qui est tout d'un coup l'amour qui rentre, et cette comédie romantique. On fait plus de comédie romantique aujourd'hui, c'est un genre qui est mort en Amérique en tous les cas. Et surtout, c'est rare de voir une comédie romantique avec des gens mûrs comme ça, des gens matures. C'est très agréable de voir ces adultes. Bon, en somme, vous n'avez jamais divorcé que 2 fois, quoi. Quand ils sont dans le port et qu'ils marchent tous les deux et qu'ils parlent d'amour, Oui. qu'est-ce que c'est bien écrit. Quand il fait sa gaffe sur le mot confortable, tu te rends compte que Lelouch, qui je crois a été marié 7 fois, connaît bien les femmes et en parle merveilleusement bien en fait. Si vous voulez 3 fois, le champagne, le confort et le bateau. 2 répliques que j'ai trouvées fantastiques, c'est quand il se réveille le matin après avoir fait l'amour, tu sais, ils sont dans le lit, et à un moment, Ventura lui demande à Fabian, vous avez quel âge? Quel âge avez-vous? Il y a un long silence, elle répond. Moins que vous. Ah, j'adore. Extraordinaire, ça. C'est une réplique magnifique. Ça. Magnifique. Et en l'occurrence, ils ont 14 ans d'écart sur le film. Je crois qu'elle a 40 ans et effectivement 54 pour Ventura. Mais la réplique est magnifique. Exactement. Vous savez, le champagne ne manque pas au Carlton. Puis les huîtres sont confortables. Mais quel con. Confortable. Où c'est que j'ai été le chercher, celui-là? Sur cette scène du confortable, enfin c'est ça où je rejoins complètement ce que dit Alistair sur le fait qu'on pardonne beaucoup de choses à ce film parce qu'il y a des scènes qui sont mais d'une virtuosité hallucinante, et c'est vrai que cette scène-là est magnifique. Et en fait et Charlot à un moment donné dit à Ventura, mais on est là pour faire un casse ou pour draguer? On est là pour faire un casse ou pour draguer? Et effectivement, en fait, les deux. Et à un moment donné, on voit bien que la drague prend le pas sur le casse. Ouais. C'est vrai. Quand tu vois la réaction de Ventura à la toute fin, quand tout est perdu et qu'il arrache son masque de vieillard et qu'il a compris qu'il allait se faire arrêter, il regarde Falcon et il lui fait « c'est con, hein ». C'est con. Et tu te rends compte qu'il s'en fout à moitié, quoi. En fait, c'est important, il doit surtout penser à Fabian. C'est con. Tu va pas la revoir pendant des années, etc. Mais je crois que le casse, il s'en fout un peu, quoi. Et c'est beau, très joli, ce moment. C'est vrai. Je vais dire un truc quand même, parce que je viens de regarder mes notes. Je prends des notes aussi, moi, putain. Philippe, bravo. Philippe. Regarde, Philippe. Regarde des pros, Philippe. Comment ça fait? Non, ce que je veux dire, au-delà du film de Hold Up, et on pourra discuter aussi, je crois qu'il y a un appétit de Lelouch pour les films d'arnaque. Alors, vous allez me dire, c'est un peu pareil, mais non, moi, je trouve que c'est pas pareil, parce qu'il y a des Hold Up qui sont pas des arnaques. Là, il y a un côté, une fois spoiler, il y a un côté arnaque qu'on retrouve souvent chez Lelouch. Je crois que dans Le Voyou, il y a des espèces de trucs comme ça. Dans Le Chat et la souris, il y a aussi des vins. Et en général, ça revient souvent, ce truc, alors que ça soit des hold-up, Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour. Bon, d'Itinéraire d'un enfant gâté, à chaque fois, il y a un côté, comment dire, jubilation de l'arnaque, tout simplement, quoi. Et je trouve que ça lui va bien au teint et que, voilà. Au-delà du hold-up qui est pareil, qui est d'une invraisemblance parfois absolue, quoi. Non, mais là, il faut en parler aussi, peut-être, je sais pas, mais il y a quand même un truc qui va pas. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à une discussion assez vive avec ma femme, qui est une grande cinéphile et une grande lelouchienne, parce que je lui dis, enfin, tu vois bien que cette fin n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que la porte qui se ferme, bon, ça on peut bien comprendre qu'il y a un système de sécurité, très bien. Qu'est-ce qui se passe avec la porte, là? Pourquoi est-ce que la porte est bloquée?
Mais le problème, c'est que quand Falcon, André Falcon rouvre, il fait ça comme ça, quoi, en 2 secondes. Ouais. Comme s'il craquait une allumette. Et la réponse de ma femme est, mais t'as rien compris. T'as rien compris. De toute façon, Ventura, il y a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est Françoise Fabian et c'est une histoire d'amour et on s'en fout du hold-up. Bon, j'ai été renvoyé dans mes 22. Assez vivement. La prochaine fois, vous l'inviterez. Mais c'est vrai que, voilà, il y a une telle invraisemblance de scénario que Lelouch, encore plus malin que nous, la met dans ses dialogues. Parce que Charles Gérard dit à Ventura... Et moi, je continue à penser qu'on ferait mieux de se barrer ensemble à Saint-Rémy. Fais voir. Il met l'invraisemblance du scénario, il l'affiche quasiment dans ses dialogues. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça rejoint ce que tu dis là, ou ce que dit ta femme, rejoint ce que dit Philippe, effectivement, sur l'histoire d'amour et le fait qu'il en a un peu rien à foutre du casse. Mais on va en profiter pour annoncer la semaine prochaine Le Voyou avec la femme de Bruce Toussaint, donc, dans Kinopod. Il y a beaucoup de ressemblances avec Le Voyou. Hein. Il y a beaucoup de ressemblances avec Le Voyou. Dans ça s'appelle Simon, d'ailleurs. Les deux personnages s'appellent Simon. C'est vrai. Ah bon? Ah bah... Ouais. J'ai vu La Bonne Année bien avant Le Voyou, je l'ai vu il n'y a pas longtemps et Le Voyou lui précède. J'ai vraiment l'impression que Le Voyou est une espèce de répétition générale de La Bonne Année parce qu'il y a les mêmes principes de scénario imbriqués, de flashback, c'est hyper compliqué aussi. Et puis il y a beaucoup de choses à dire du Voyou qui est, alors là, du coup, je trouve très sous-estimé dans la filmographie lelouchienne. Ouais, un grand film aussi, ouais. C'est vrai qu'il a eu son âge d'or quand même dans les années 70, même s'il a continué à faire des bonnes choses par la suite. C'est quand même les films les plus brillants sont ceux qu'il a fait dans les années 70, à mon avis. Les plus bruyants, c'est pour Mireille Mathieu que tu dis ça. Exactement. Moi, j'aimerais qu'un jour, Alistair, il y ait un schnock consacré à Mireille Mathieu, une sorte de réhabilitation, quelque chose d'un peu subversif comme ça, disruptif. Comme on dit. Ouais. Là, franchement, là, ça serait fort. Je suis pas contre. J'ai des envoyés spéciaux sur le coup, et c'est pas évident de la voir elle en interview, même si parfois je la vois sur TV5 Monde, interviewée par notre chère Patrice Simonin. Donc ça veut dire qu'elle peut encore se livrer. Mais là, Schnock, bon. C'est vrai que le nom de notre revue n'aide pas forcément à rassurer ces gens. Il y a eu Catherine Deneuve. Mais oui, mais c'était impressionnant. Il a fallu la travailler au corps, si je puis dire. Non, mais Mireille, on va y arriver. Mireille, on va y arriver. En plus, non, mais là, récemment, je l'ai vue il y a 1 an sur TV5 Monde, 1 heure chez Patrick Simonin. Patrick Simonin, elle est super lucide, quoi. Donc, très bonne idée de Bruce Toussaint, merci. Ah bah oui, juste un mot sur les apparitions improbables. La fameuse scène du train, quand Charlot pique un portefeuille à un passager. Excusez-moi, j'ai oublié mon portefeuille. Sous les yeux effondrés de Ventura, qui trouve ça vraiment lamentable de se livrer à un larcin aussi ridicule. Le passager, c'est Alain Terzian. Quelle couleur votre portefeuille? Noir, monsieur. Noir. Ouais. Wow. Je savais pas, ouais, c'est les caméos de films, j'aime beaucoup ça. Ouais. Alors, il faut vraiment faire un arrêt sur image. Hein. Où est Philippe Setbon? Oui. Alors moi, j'ai une question béotienne à vous poser sur un peu de cuisine. C'est à l'époque, Claude Lelouch produit déjà ses propres films ou parce qu'il y a ce truc donc avec le bijoutier qui a apparemment financé. Comment ça se passe? C'est un mystère un peu dans sa carrière, ça. J'ai pas vu je crois pas avoir vu les films 13 au générique du film. Si. Ah, si, c'est les films 13, c'est le premier truc, et je pense quand même que dans la foulée, parce que bon, il y a une série fantastique, hein, après Un homme et une femme, Vivre pour vivre, Un homme qui me plaît, qui est un petit chef-d'œuvre aussi, moi que j'adore en tout cas, L'aventure, Le Voyou, j'ai l'impression quand même, et L'Aventure, et vous l'aviez dit d'ailleurs, c'est un très gros succès, hein, donc moi j'ai plutôt l'impression qu'il a du pognon à ce moment-là, hein, et qu'il peut produire le film. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le succès de l'aventure qui ok, c'est tout.
Mais quel début de carrière fulgurant. Ça fait penser un peu à Bertrand Blier aussi, qui a en début de carrière une série de films comme ça extraordinaires. Et c'est vrai qu'on voit que c'est quand même la façon dont il parle du mariage est intéressant. Ça m'a rappelé aussi la non-demande en mariage de Brassens, tu sais. C'est fait qu'effectivement, dans cette scène où ils marchent tous les deux dans le port, on se rend compte que le louche a des idées très, très, très fortes là-dessus, hein. C'est très bien foutu, ça. Oui, puis Alors, c'est un truc qui est ancré dans son époque énormément. Je crois qu'ils disent plusieurs fois qu'elle vit comme un mec, Françoise Fabian. ouais, C'est ouais. des trucs qu'on dirait plus aujourd'hui, mais pour eux, c'était la libération de la femme totale. Elle prend les mecs, elle les jette, elle invite des gens à dîner, elle les fout dehors. Enfin, c'était vraiment, elle vit comme un mec. Et ça a beaucoup Ouais. marqué le film. Maintenant, je vous fous à la porte, tous. Allez, partez, vite. Ce que tu disais, Jean, aussi tout à l'heure, c'est intéressant sur le côté, alors on dirait mature en anglais, mais c'est vrai que c'est des préoccupations de gens qui ont donc et 54 et 40 ans en ce qui concerne Fabian. Donc c'est déjà des vieillards, hein, on peut le dire. Ouais. Et ça, non, mais c'est des trucs qui n'arrivent plus du tout. Alors là, Du tout. dans les propositions culturelles aujourd'hui, quoi, sauf chez Michael Haneke, je veux dire. Donc c'est très intéressant de voir. Alors, et toute cette discussion sur le mariage, d'ailleurs, est intéressante aussi pour ça. C'est pas des gamins de 20 ans qui sont en train de parler, quoi. Voilà. Absolument, mais ça m'a fait penser à un film qu'avait écrit mon père qui n'avait pas marché, mais que j'aime bien, qui était un film qui s'appelait Cause toujours, tu m'intéresses, un titre horrible de Molinaro, où tu avais une histoire d'amour entre Annie Girardot et Jean-Pierre Mariel. Et Jean-Pierre Mariel avait dit à mon père, c'est la carte vermeille du tendre, il lui avait dit. Et Et c'est oui, vrai que... oui, c'est ça, ouais. C'était Ouais, des trucs ouais. délicats. Et les histoires d'amour un peu comme Ouais. ça. Mais là, Voilà. là, il y a une alchimie magnifique et Françoise Fabian est d'une très grande beauté dans le film. Voilà. Elle rayonne. D'ailleurs, je dois dire, j'ai regardé la filmo de Françoise Fabian après, et alors, c'est dramatique parce que c'est une beauté magnifique et un talent magnifique, mais la Ouais. filmo de Françoise Fabian après n'est pas à la hauteur du tout de son Non. talent, quoi. Ouais. C'est scandaleux, quoi. Elle a su se rattraper au théâtre un peu parce qu'elle vient du théâtre, elle vient du conservatoire, mais tu vois un talent comme ça, une beauté comme ça qui n'est pas utilisée, oh, c'est quand même un peu C'est bizarre, vrai. hein. Mais elle élève Ventura, qui tout d'un coup, c'est comme les joueurs de tennis, plus t'as un mec qui joue bien en face de toi, mieux tu joues. Et tout d'un coup, elle est tellement juste, et tout ce qu'elle dit, et l'autre, on a véritablement l'impression, et on comprend pourquoi il tombe amoureux d'elle dès les premiers instants. C'est formidablement fait, ouais. Et Elle est ce qui est incroyable. marrant, c'est que quand ils romantisent énormément leurs relations, leurs rencontres, etc., et à côté, tu as le contrepoint total, c'est Charlot, quand il rentre Mhm. à l'hôtel encore emmerdé parce qu'il l'a vexé, enfin bon, et tout ça, et qu'il s'assoit sur le lit à côté de Charlot, et il lui fait, t'as tiré? Ah, j'ai rien compris. T'as tiré ou t'as pas tiré? Parce que tu peux être délicat. Il ramène Alors, son non, mais c'est père, ouais. génial, c'est exactement ça. Et c'est exact. Il refait la même chose juste après la fameuse scène avec les intellos au dîner, qui est un moment quand même de haute voltige où les uns et les autres rivalisent. Parce que Ventura est quand même extraordinaire aussi dans cette discussion avec les intellos, parce que mine de Ouais. rien, le match est très très équilibré entre les deux, mais c'est une discussion politique, psychologique, idéologique. Et la scène suivante, puisqu'ils se lèvent, ils s'en vont, la scène suivante, la phrase suivante, On aurait dû aller au pute. C'est pareil, c'est la fantastique. même chose. même. Mais il y a une magnifique ellipse quand on les retrouve au lit, effectivement. Et la scène avec les intellos est formidable aussi parce que tu as l'italien, le guide italien dont elle avait parlé avant. Et le film ne souligne pas tout. Il est intelligent, il nous laisse remplir les blancs. Et ça, c'est très très bien fait. C'est la marque d'un grand scénario. Maintenant, toi aussi, tu vas te tirer, hein? Tu retournes en Italie. Et c'est formidable comme elle le fout dehors parce que le type a du charme aussi. C'est vraiment très 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 bien Moi, fait. j'adore. Ouais. Le type est génial parce que Ouais. moi je trouve elle est très sévère avec lui. C'est l'autre qui est insupportable. Il y en a un qui est en bout de table là, qu'on a envie de baffer. Mais l'Italien, bon, évidemment, il est là, il joue, il a compris qu'il y avait une rivalité, etc. Il dit mais comment vous choisissez vos films? C'est Ouais. formidable. Et donc là, Ventura a cette réplique extraordinaire, comme je choisis les femmes en Ouais. prenant des risques. Mais ce qui est magnifique dans cette scène aussi avec l'Italien, c'est que elle le crucifie
en lui disant oui, je sais pas quoi, tu critiques ma façon de faire de l'amour. Et il dit oui, plutôt ton bachotage sur l'oreiller, ce qui est quand même une violence absolue. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il va l'embrasser. Je trouve ça, c'est fantastique. Parce que là, il peut se lever, lui balancer une assiette dans la tronche. Non, pas du tout. Il se lève et il l'embrasse et il s'en va très, très digne. C'est fantastique. C'est vraiment extrêmement intelligent parce que ça fait penser à la vie. Et vous connaissez la définition d'un Français? C'est un Italien de mauvaise humeur. Elle est bien. Mais c'est vrai que, à propos d'italien, tu as vu Charles Gérard, Philippe, c'est pour toi que je dis ça, je trouve qu'il ressemble à un mini Luca Brasi, tu sais, dans Le Parrain. Si tout d'un coup, Charles Gérard se transformait en Hulk, il deviendrait Luca Brasi. C'est vrai. Et c'est drôle parce que Charles Gérard, il joue exactement le même rôle que dans Le Voyou. Ouais. Le sidekick, quoi, le comparse du mec qui s'appelle Simon, qui fait des vols, des braquages, des machins. Et il joue le même rôle. C'est comme s'il passait d'un maître à l'autre. Il passe de Trintignant à Ventura, quoi. Il a toujours joué le même rôle, d'ailleurs. C'est drôle. D'ailleurs, il dit mon maître quand il parle de lui dans La Bijouterie. Effectivement, il y a un côté scapin qui est formidable. Mais Charles Gérard a une seule couleur parce que c'était pas l'acteur le plus exceptionnel. C'était pas non plus Jack Nicholson, si tu veux. Il savait formidablement faire ce rôle qu'il avait dans la vie, puisque je crois que c'est Lelouch qui avait dit de lui que c'était un ami professionnel. C'était son métier, si tu veux. Il dit son métier c'était copain. Voilà, c'est génial. Il a été et j'avais vu l'émission que vous aviez faite avec Jeff Domenech qui l'a bien connu, je crois. Et qui en parlait merveilleusement bien. Ouais, absolument, puisqu'il l'a bien connu, effectivement. Mais il a une présence extraordinaire et ça fait un des grands couples de l'histoire du cinéma, effectivement, avec ces deux-là, quoi. Allez, viens que je t'embrasse. Voilà, tu t'es fendu, là. Allez. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Mais tu savais que c'était un réalisateur, Charles Gérard? Ah bah oui, Jeff nous en avait parlé, il avait fait plein de films, effectivement. Ouais. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, il a réalisé des petits polars dans les années 50, 60. C'est étonnant, et puis après, il est devenu... Jeff nous avait dit que Belmondo arrêtait pas de se foutre de sa gueule, effectivement, sur cette étrange carrière de metteur en scène qu'il avait eu en première partie de de vie. Si tu veux. Il racontait même qu'il fabriquait des glaces. Il avait un cinéma et c'est lui qui faisait les glaces. Il vendait ses propres glaces dans le cinéma. Donc c'est un personnage hallucinant, Charles Gérard. Et il était dans Le Jouet aussi, d'ailleurs. Mon père l'a dirigé et a eu beaucoup de mal à le diriger, effectivement, parce qu'il avait toujours cette voix comme ça. Bah alors, les mecs, je suis viré. Pas mal. Comment on fait pour devenir voyou? Mais comme on devient antiquaire, c'est pareil. Par nécessité ou par goût. C'est triste, donc, cette fin, quand on le voit partir en prison et qu'on voit qu'elle l'attend et qu'à la fin, elle a un homme aussi dans sa vie, et on se demande s'il va... Quand Ventura la regarde à la fin, en fait, il a l'air très dur. J'ai trouvé un résumé du film. C'est une antiquaire qui tombe amoureuse d'un type qui a pas l'air commode. Non. Salut, je m'en vais, c'est trop drôle. Trop drôle. Je m'en vais ouvrir les fenêtres. Excuse-moi. Je comprends, je peux pas t'en vouloir, Alistair. Trop de vannes. Et si on cherche à fouiller dans les tout petits détails, moi j'ai trouvé un truc formidable, c'est quand Ventura est arrêté et il est interrogé au commissariat, il a des petits bouts de plastique de son masque sur la figure. Ce qui le ridiculise. Tu vois, tout d'un coup, il est plus rien. C'est-à-dire qu'il n'est plus Lino Ventura, il est une espèce de mec qui a tout foiré et qui se retrouve avec des petits bouts de crotte sur la figure. Et c'est fantastique comme détail parce que ça l'amenuise complètement. Il n'est plus impressionnant du tout. C'est bouleversant, un homme qui se fait arrêter. Ah ouais. J'ai toujours eu un faible pour les accusés. Puisqu'on en est au détail, moi, il y a une scène qui n'est absolument pas déterminante pour moi, mais que j'adore dans ce que j'aime de ce cinéma-là aussi, qui permet de se replonger dans une époque. C'est quand Ventura sort de prison, entre le moment où il sort de la prison et le moment où il arrive chez lui. Donc, il est en taxi et il traverse Paris le 31 décembre. C'est génial. Il passe devant le Grand Rex. Le film qui est projeté, c'est les 101 Dalmatiens. Il s'arrête chez Bébert parce que il y a un môme qui est avec eux dans le taxi. Voilà. Après, il y a aussi, il va chez Ediard
pour le fameux traiteur, pour acheter des trucs, etc. Et c'est rien, hein, mais je trouve que tout de suite, ça nous replonge dans cette époque totalement révolue, évidemment, et ça dure quelques dizaines de secondes, mais j'adore ce moment. Bonne année. Moi aussi, mon. Ah ouais, c'est ça qui est merveilleux avec ces films des années 70, comme nous disait Laurent Vachon, c'est que tout d'un coup, on repart dans le temps comme ça et on redécouvre des choses qui ont disparu depuis. Et toujours avec cette caméra qui est presque comme du documentaire. Et c'est pour ça que le film est indémodable, parce qu'il ressemble au film américain des années 70 et à cette esthétique qui traverse le temps, en fait. Et c'est pour ça qu'il est autant aimé aujourd'hui, et à juste titre. On ne touche plus à rien. C'est un hold-up. Avez-vous d'autres choses à dire sur le film, mes amis? Il y a quand même la scène il y a la scène du lit et la scène de fin, quoi. Bon, c'est voilà. les deux trucs qui sont dans la légende. Vous avez bien fait de m'appeler. Vous avez bien fait de venir. Alors la scène du lit, parce que Ventura voulait pas être dans un lit. Alors on a tout lu et tout entendu sur cette histoire. Alors bon, évidemment Ventura n'est plus là pour raconter ce qu'il en pensait, mais ce que dit Lelouch, c'est que donc il ne voulait pas faire de scène de lit, et que cette scène elle a été tournée un peu à la fin parce que Ventura aurait été séduit par l'histoire et convaincu par cette histoire. Après, si on regarde vraiment la scène, bon, ils sont effectivement dans un lit. Elle est en une sorte de peignoir, je sais pas ce qu'elle a. Lui, il est torse nu. Mais enfin bon, on voit pas grand-chose. Ils sont en train de prendre le thé ou le café. Enfin, je veux dire, c'est une scène très très prude, mais ça dit beaucoup de choses à la fois sur l'époque et aussi sur ce qu'était Ventura et son extrême pudeur. Mais je me demande dans quelle mesure tout ça n'est pas devenu aussi une sorte de légende un peu. Je sais pas. Je m'interroge un peu sur est-ce que ça a vraiment été aussi compliqué qu'on le dit? Juste une question. Bah, si, enfin, lui, il faudrait que là, j'ai pas les preuves sous la main, mais une autre scène de lit, c'est avec Mireille Darc dans Les Barbouzes, et c'est à peu près dans le même genre. C'est-à-dire que lui, il est habillé cette fois-ci. Une mission par-ci. Une fille par là. Mais dis donc pas de bêtises, voyons. Et là, ce qui est marrant dans la scène de lit, c'est il est torse nu, elle est en effet en peignoir ou en nuisette, je sais plus, mais ils sont pas du tout collés, quoi. Ils sont genre, ils sont assis à distance, quoi. Donc ça en dit sur leur couple aussi. Je veux dire, c'est pas, mais je pense pas que ça soit une légende si urbaine que ça, que Ventura voulait pas qu'à l'écran ses enfants le voient dans des situations de séduire d'autres femmes, et donc ça comptait les baisers et les scènes de lit. Donc C'est vrai. Mais Philippe, tu m'avais parlé récemment d'un film que tu avais vu où Ventura était en position de séducteur aussi, où il est très jeune, non? Et si nous dînions ensemble? On peut tirer un petit peu de calcium aussi. Allez. Vous savez ce que nous allons faire après dîner? Eh bien, nous allons aller danser. Il n'y avait pas un film où il était torse nu et il était avec une femme? Parce que notoirement, il n'embrassait pas les femmes au cinéma, effectivement. Il embrasse Charles Bronson dans Cosa Nostra, le baiser de la mort. I don't suppose you're the kind of man who'd kiss a girl on a station platform? Il embrasse également, je crois, Angie Dickinson dans un film où il lui prend sa tête dans ses grosses pognes. On est terrorisé pour Angie Dickinson, c'est pas du tout sensuel. On dirait Lenny dans Les souris et les hommes, on a peur qu'il la broie, tu sais. Eh ben, ne changez pas surtout. Restez comme vous êtes. Non, je me souviens plus de ce film où il était jeune. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais voyons, docteur. Il n'y a pas de docteur ni de mère. Appelez-moi André et déshabillez-vous. Ah ouais, d'accord, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un film où il était un peu plus sensuel, mais effectivement, là, il montre une facette qu'il n'a plus jamais montrée par la suite, et où il est incroyablement charmant, parce que quand il sourit, il est véritablement charmant, contrairement à Bronson, qui, quand il sourit, comme on disait, est encore plus terrifiant. Ouais. Il y a un moment de naturel extraordinaire, c'est quand elle, tu sais, elle l'appelle le lendemain et qu'il est assis comme ça près d'une fenêtre. Enfin, écoutez, c'est déjà une bonne nouvelle, ça, non? Ouais. Il arrive à la blouser. Et il rit comme un enfant. Tu as vu ce gros plan de Ventura? Il est de profil. Il a un petit rire d'enfant qui vient de faire une bonne farce, tu sais. C'est une expression que tu n'auras jamais vue. Exactement. Ni avant ni après. Jamais. Exactement. C'est très juste. C'est très juste. C'est rien. Hein, c'est une seconde. Hein, mais il a une espèce il fait comme ça. Il se penche un peu comme ça. C'est génial. Et d'un coup, c'est un môme. Et tu t'imagines ce qu'il a pu être enfant.
Et je crois que c'est la seule fois. Mais même si Noiret est magnifique dans Le Vieux Fusil, c'est dommage qu'il ait refusé de faire Le Vieux Fusil, je trouve, et de faire justement ce qu'avait fait Bronson dans le Justicier dans la ville. Je trouve qu'il aurait été aussi exceptionnel. C'est vrai, mais ils n'avaient pas tort dans leurs arguments l'un et l'autre. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils ont passé leur vie à tenir des flingues, Ventura comme Bronson, et que tout d'un coup, qu'il aille venger sa famille massacrée, bah, c'est normal. Oui, mais c'est comme, on attend le moment fait. justement où il va se mettre à défourailler. C'est comme quand on attend Fred Astaire qui se met à danser, si tu veux. Voilà. Donc, il y a t'as la version du Justicier dans la ville où c'est Jack Lemmon, c'était écrit pour Jack Lemmon, mais c'est les chiens de paille. Tout d'un coup, c'est Dustin Hoffman, c'est un petit bonhomme qui va vers la violence. Mais moi, j'aime bien aussi l'idée que ce soit Bronson ou Ventura, on attend le moment où ils vont se mettre à dégainer, si tu veux. C'est deux approches complètement différentes, mais l'identification se fait forcément plus avec un kidam, quoi. Et Bien sûr. Qui n'est pas un homme d'action. Bien sûr. Est-ce qu'on parle un petit peu de la scène finale? Tu n'enlèves pas ton par-dessus? C'est mythique. Ouais. C'est mythique parce que je sais pas comment dire, c'est une scène qui est très compliquée, moi je trouve, parce que là on est vraiment dans la subtilité absolue. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire passer plusieurs émotions. Et Lelouch me racontait quand je lui ai parlé il y a quelques jours avant cette émission, donc il me dit qu'en gros, Lelouch voulait lui faire passer l'idée qu'il y avait le pardon. Et Ventura lui disait, bah attends, t'es gentil, mais une femme qui trompe son mec, on lui pardonne pas. Ouais. Donc il y a une espèce, et en fait ils font les deux. Bonne année. C'est-à-dire qu'il y a les deux dans la scène. C'est-à-dire que il pardonne, mais on sent qu'il est vénère, mais très très méchamment, quoi. Donc et tout ça se termine sur une réplique phénoménale qui est bon, maintenant je voudrais du café. Je voudrais du café maintenant. Franchement, je trouve ça génial. Et un tout petit détail aussi sur cette scène. Elle l'attend, ça dure, on voit les taxis passer. Il y en a un paquet de taxis. Elle est en haut, là, comme ça, de son appart. Bon, c'est une scène extraordinaire. Absolument. C'est extraordinaire fin de film. Et, Mais tu sais, je pense aussi qu'il y a un truc qui passe dans ce gros plan de Ventura, qui regarde donc Fabian longuement, avec effectivement un conflit de sentiments, c'est-à-dire il est sûrement heureux de la revoir, il lui en veut à mort, il est humilié. Mais il y a aussi un truc que moi j'ai ressenti, c'est si je dis pas OK maintenant, je suis fini, quoi. C'est-à-dire, il n'est plus de son époque. Le temps a passé, il sait plus comment réagir aujourd'hui avec les femmes d'aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui. Et donc, s'il accepte pas, il est foutu. Et je trouve qu'il le fait passer, ça, Ventura. Il a vieilli, il comprend plus rien à ce qui se passe. Et c'est magnifique, cette scène, vraiment. Ouais. Ce qui est très beau aussi, c'est quand il retrouve Charlot, tu sais, à l'extérieur du café, quand il tombe dans les bras l'un de l'autre. Oui. C'est autant une histoire d'amour entre les deux qu'entre Fabian et Ventura. Ouais. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans la douce France de mon enfance. Vous avez cambriolé le cœur de nos auditeurs et le mien. Alistair, Kino Schnock for life. Bruce, merci d'avoir... Je m'impressionne de tes laïus. Bravo. Oui. Bruce, merci d'avoir autant de talent dans un podcast qu'à la télévision. Tu reviens quand tu veux. Merci infiniment et très heureux d'avoir participé à ce podcast que je suis depuis et j'en parle partout autour de moi là cet été. Je peux vous dire que ça va grimper en flèche. Merci beaucoup. On en a bien besoin. Et une fois de plus, Philippe, prends-en de la graine. Et tu es viré. Et j'ai voulu en profiter pour te dire que tu étais viré, Philippe. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. En particulier, likez et souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle vidéo, une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Philippe, Alistair et puis Bruce. Philippe, c'est bon. Merci de votre attention.
Alistair, bonne année, connard. On n'en a pas parlé. Allô? Bonne année, connard. Bravo. Ah, c'est terrible, il me l'a piqué. Merde. Bah, vas-y, non, mais je te la laisse, Bruce. vas-y. J'en ai une autre. J'avais prévu le coup. C'est ça être un professionnel, monsieur Sapon. J'en prends de la graine. Je note. Bruce Toussaint, ce qui est terrible avec toi, c'est que t'es con et méfiant. Parce que quand je te dis que t'es con, tu me crois pas. C'est magnifique. Parfait. Je fus Jean Weber pour Kinopod, l'émission qui vous souhaite la bonne année tous les jours. Et si on se faisait 2 putes ce soir? Écoute, pas ce soir quand même. Et maintenant, la bonne année. Non, c'est pas vrai. Je voulais juste voir vos têtes. Je vous ferai pas le karaoké de l'enfer en fin d'émission, parce qu'en plus, c'est une chanson qui est très difficile à chanter. Horrible. Donc, à la place, je vous une petite citation d'Alphonse Allais. Je ne prendrai pas de calendrier cette année, car j'ai été très mécontent de celui de l'année dernière. Elle est magnifique.